Ça, c'est tout un combat, tout un bras de fer avec les marques. Bien sûr, parfois, ça m'amène à refuser de belles sommes. Et finalement, ça a été le costume Zara qui l'a emporté. Et en fait, il l'a tellement aimé qu'à la fin, il n'a pas voulu me le rendre. Nos convictions vont jusqu'à la manière dont on s'habille. Mais par contre, plus jamais avec lui. Dans ce cas-là, je me retrouvais un peu étouffée par leur envie artistique et leur envie de lumière surtout. Les personnalités font appel à des stylistes, c'est pour s'alléger d'un poids, s'alléger d'une pression. Et donc, nous voilà dans les toilettes, moi à poil, Alex en train de recoudre le truc sur le lavabo. Pour juste une tenue, on y passe 3-4 heures au téléphone. Le lendemain, samedi, je reçois un appel de son agent. Et lui, il m'a dit, écoute, tout ça c'est moche. Si nous-mêmes, en tant que professionnels, on se laisse dépasser par le stress, c'est foutu. Et puis indirectement, c'est pour ça qu'on est prêt aussi. J'ai commencé à me douter de mon professionnalisme. Pendant un mois, j'étais pas bien. La mode, c'est un milieu qui est fantastique et qui est hyper vibrant. Pour autant, c'est aussi parfois une bataille d'ego. La première impression est toujours la bonne. Ça, faut être sûr de qui vous êtes et ne pas essayer de rentrer dans des cases. Bienvenue dans cet épisode de Fashion Drink sponsorisé par Ma Collection Capsule, une marque française qui se démarque par son style unique et sa créativité. Si vous aimez des pièces qui allient modernité et intemporalité, vous allez adorer leur nouvelle collection Back to Work qui sort le 8 septembre sur le site macollectioncapsule.fr et le 12 septembre dans le corner à Printemps Toulon et Printemps Marseille. Inspirée des 60s, cette collection propose des imprimés léopards, des silhouettes bohèmes et revisitées et des luxe workwear parfaits pour la rentrée. C'est vraiment un plaisir de collaborer avec eux et pour célébrer, on vous offre la chance de gagner un bon d'achat de 50 €. Pour participer, rendez-vous sur notre compte Instagram Fashion Drinks Podcast. Ne manquez pas cette occasion de rafraîchir votre garde-robe avec des pièces qui ont du caractère. Bonne chance à tous! Bonjour et bienvenue dans le podcast Fashion Drinks. Merci beaucoup de m'accompagner aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter en 2-3 mots. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous Tu veux appelez? commencer? Non, je te laisse, vas-y. Alors du coup, je m'appelle Thibaut Romain, styliste photo à Paris depuis maintenant 7 ans. Et je travaille pour diverses marques, divers projets et diverses personnalités. Donc bonjour, merci Alex de nous recevoir. Donc je m'appelle Flora Coquerel, j'ai 30 ans, je suis modèle, créatrice de contenu et aussi présidente d'une association qui s'appelle Kélina, avec laquelle on a des actions au Bénin et on a surtout construit une maternité récemment. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, je voulais parler avec vous un peu de l'image et comment on peut construire l'image à travers le mode. Et du coup, si vous pouvez un peu raconter vos expériences, parce que toi, je sais que tu habilles pas mal de personnalités. Oui. Comment toi, c'est quoi ton approche à construire l'image d'une personnalité? Tu travailles peut-être long terme avec quelqu'un? Oui, notamment, je travaille beaucoup avec Aïssa Maïga. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler avec elle depuis maintenant 4-5 ans. Donc vraiment me concentrer un peu sur son image en tant qu'actrice, réalisatrice. Et étant donné qu'Aïssa n'est pas forcément connue que pour ça, mais aussi à travers tous ses combats sur la diversité ethnique, notamment à travers ses différentes œuvres. Donc Noir n'est pas mon métier, qu'elle avait coécrit avec d'autres actrices, réalisatrices, et ensuite son documentaire, en rapport aussi avec ce livre. Du coup, on essaye de suivre une directive en s'alliant avec des marques qui auraient cette dynamique, cette vision des choses sur la diversité ethnique à travers un casting diversifié, à travers des visuels de campagne, où du coup on pourrait se dire que Aïssa peut potentiellement avoir sa place et elle arrive à se projeter à travers cette marque. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a... C'est plutôt des marques du luxe, c'est plutôt des petites marques qui est plus engagée au niveau de diversité ou qu'est-ce que... C'est un peu de tout, étant donné qu'entre-temps, elle a réalisé un autre documentaire, donc Marcher sur l'eau, donc qui cible plus le côté éthique de la chose. Forcément, je pense que tout le monde le sait, les marques luxe ne sont pas toutes concentrées sur le côté écologique et soucieux de l'environnement. Donc, bien évidemment, on essaye quand même aussi de viser des plus jeunes marques, ce qui est aussi intéressant pour donner aussi de la visibilité et de la force à ces jeunes marques qui quand même vont donner du temps, de l'énergie et de l'argent pour développer des nouvelles techniques pour ce côté beaucoup plus soucieux de l'environnement dans la création des tenues. Donc c'est tout un challenge, toute une recherche aussi de mon côté, à défaut de viser n'importe quelle marque et sans avoir forcément l'historique en annexe de est-ce que c'est une marque éthique et ouverte à la diversité
de couleur de peau. Du coup, quand vous, par exemple, parce que moi, j'utilise Flora depuis quelques années déjà, Tout à fait. et je sais comment ça marche entre nous, mais Oui. ce qui m'intéresse, c'est comment ça marche pour toi, entre toi et tes personnalités, etc. C'est qui choisit les tenues? C'est qui est plus du poids dans ce sens-là? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est toi qui plutôt propose quelque chose, ou c'est aussi tes personnalités, tes talents, ils ont vraiment des opinions très fortes sur ce qu'ils veulent porter, ne veulent pas porter, etc. Alors ça va être un peu les deux. Moi j'aime beaucoup le contact humain, l'échange entre la personne qui va porter le vêtement forcément et moi qui va avoir ce regard extérieur, prendre en compte aussi ses objectifs sur le court et long terme. Voilà, je souhaite être une grande égérie, je souhaite faire des plus grandes choses, et ben, par rapport à ça, j'en prends en compte en expliquant un peu la stratégie qu'on peut adopter pour justement aboutir à ce cheminement et à ce résultat. Donc, on sera beaucoup sur de l'échange, de la communication, de l'humain avant tout, et ce regard esthétique que moi je vais lui apporter en lui disant, bah écoute, par rapport à ta morphologie, par rapport à ce que toi tu me dis aussi, les couleurs, les coupes, ce genre de choses, voilà ce sur quoi on peut partir et on échange. Je veux toujours qu'il y ait un échange, un partage, parce que elle peut m'apporter des choses que moi je n'aurais pas forcément en tête. Par exemple, Aïssa Maïga est une femme, moi je suis un homme, donc je n'ai pas forcément ce regard extérieur d'une femme qui peut avoir qui peut vivre ou subir le regard de l'homme que moi je n'ai pas forcément. Et inversement, moi je vais essayer peut-être de décomplexer, peut-être de dire que on s'en fout un peu, porte les choses pour toi et vis pour toi, et puis en attendant, c'est toi et toi seul. Ce que les gens pensent après, on les met de côté, et puis viens, on fait du beau ensemble. Donc on essaie de contrebalancer pour que chacun puisse être à l'aise, principalement Aïssa notamment, et moi-même, que je puisse m'y retrouver esthétiquement parlant, pour que par la suite, on puisse continuer à avancer sur ce cheminement. Et ça fait combien d'années que tu travailles avec elle? 4-5 ans. Et est-ce que relation. tu vois la différence? Est-ce que tu vois l'avancement? Est-ce qu'il y a des belles marques qui viennent vers vous? Est-ce que tu vois le progrès, ça, en fait? Oui, il y a une certaine progression, une belle progression. Donc on arrive à s'allier quand même avec des belles maisons luxe, où avec le temps on a pu développer ce terme un peu dressing, où on sait que quand on va chez eux, on va avoir normalement les bons vêtements à la bonne taille. Donc juste... Bon, parce qu'elle fait quelle taille? Je ne peux pas le dire. Non, est-ce que c'est les tailles échantillons, simple ou pas? Non, on n'est pas dans la simple. C'est tout ce que je veux savoir. On est beaucoup à avoir les mêmes combats, je pense, au niveau des tailles. Tout à On fait. fait des essayages. Voilà, donc ça c'est tout un combat, tout un bras de fer avec les marques, même si ce ne sont pas forcément les RP, donc les personnes en charge des relations presse, qui sont fautifs dans l'histoire. Mais il est vrai que c'est toujours un peu délicat. Quand on n'a pas les vêtements, quand on les ramène et qu'on s'aperçoit que les tailles on comprend tout à fait. Voilà. C'est le même combat, c'est ça. Et toi, Flora, par rapport aux images, est-ce que tu penses que... Déjà, est-ce que tu peux un peu raconter l'histoire et pourquoi l'image, ça joue un peu les rôles dans l'histoire, et pourquoi tu penses que je t'avais invité justement pour cet épisode de podcast, et comment tu penses que la mode, il t'aide à développer ton image en tant qu'influenceuse ou... Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, pour raconter mon histoire, alors j'ai été médiatiquement connue il y a 10 ans maintenant, à travers Miss France, qui est une grosse société, une grosse institution. Ça a été une expérience qui a été formidable, mais en termes d'image en France, c'est vrai qu'on aime beaucoup mettre les gens dans des cases, et c'était important pour moi d'en sortir, non pas parce que j'ai pas aimé cette expérience, bien au contraire, elle a été super enrichissante, mais parce que j'avais besoin d'exister en mon nom propre en tant que Flora Coquerel, et donc comment on fait pour exister en son nom propre. Donc c'est là qu'entre l'image, parce que c'est à ce moment précis que tu vas chercher profondément qui tu es. Déjà, je pense qu'il y a ce rôle d'introspection qui est hyper important au départ, de savoir qui tu es, où tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de défendre, comment tu veux le faire. Et de là, en découle plusieurs choses sur ta carrière notamment, et surtout sur l'image que tu vas renvoyer. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a un rôle primordial, notamment à travers les réseaux sociaux, parce que notre image va dire énormément de
choses de nous et on va réussir à transmettre aussi des messages à travers nos réseaux aux personnes qui nous suivent et pas que nos réseaux, à travers la télé également et tout ce qu'on va défendre. Donc ça a été pour moi un long cheminement parce que j'avais cette envie très forte, comme je disais, d'exister en mon nom propre, de plus être cachée derrière ce titre très fort qu'est Miss France, mais qu'on me reconnaisse pour qui je suis, notamment à travers mon association, à travers toutes mes activités. J'aime la mode, j'aime le skincare, j'aime le make-up, j'aime tout ça. Et donc petit à petit, je me suis dit comment je vais m'y prendre pour un peu être identifiable aussi, reconnaissable et avoir des choix aussi stratégiques. Je pense que c'est important de pas tout accepter, déjà en termes de boulot, parce que l'image, pour moi, ça commence déjà par des choix. Donc c'est important de ne pas tout accepter en termes de travail et d'avoir une ligne conductrice qu'on va essayer de suivre au mieux. Et toi, désolée, et toi, par exemple, est-ce que ça t'arrive du coup de faire le choix et de dire non à Marc qui souhaite habiller tes clients parce que ça ne suit pas la ligne conductrice justement qui a été convenue avec le talent et qu'on refuse poliment. Peut-être éventuellement une prochaine fois, parce que ne jamais dire jamais non plus, tout à fait. Ne jamais se fermer de porte bêtement et méchamment, mais éventuellement soumettre l'idée que ça peut être dans un futur proche ou lointain, mais que pour l'instant c'est pas le créneau choisi. Donc, je pense que c'est important, c'est primordial quand on a un objectif en tête et qu'on a des convictions qui sont fortes. Moi je vois à travers mon boulot, maintenant je travaille énormément à travers les réseaux sociaux, j'ai énormément de marques qui me contactent dans ce sens évidemment, et c'est primordial pour moi de faire les bons choix. Bien sûr, parfois, ça m'amène à refuser de belles sommes et ça fait toujours mal au cœur de se dire qu'on passe à côté de ça. Mais ce qui compte pour moi, c'est avant tout mes valeurs et ce que je défends. Donc, dans ce sens, j'essaie de faire des choix qui sont cohérents. Et ça passe aussi par mon image. Et je trouve ça hyper juste ce que tu disais. C'est hyper fort de se dire, on va travailler avec... Enfin, ça va jusqu'au stylisme, c'est ça que je veux dire. Ça peut paraître un détail pour certaines personnes, mais nos convictions vont jusqu'à la manière dont on s'habille. C'est-à-dire qu'on peut... l'habit ne fait pas le moine, mais cependant, on peut transmettre des messages à travers la manière dont on est habillé, la manière dont... Enfin, ce qu'on va dégager. Donc, c'est hyper important pour moi d'avoir cette cohérence jusqu'au bout. Et après, en même temps, j'aime m'amuser de mon image. Et c'est aussi pour ça que je travaille avec toi, Alex, depuis quelques années maintenant, c'est que en tant que femme, j'aime avoir cette pluralité et me dire aujourd'hui j'ai envie d'être une girl boss et m'habiller comme telle, et demain être un peu plus sexy, et puis le surlendemain avoir un look un peu plus jeune fille ou même street style, enfin streetwear je veux dire. Donc autour de l'image, il y a beaucoup de choses à dire, et je pense que c'est tout un travail. Et ce qui était intéressant aussi, ce que tu disais, c'est que la relation avec le styliste rentre en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire que le styliste, pour moi, on en parlait récemment, mais c'est comme un psychologue. C'est-à-dire que c'est une vraie rencontre. On devrait le mettre dans la prestation. On devrait le mettre dans la facture à la fin. Ouais, parce que je pense que certaines personnes, à tort, se disent j'adorais travailler avec tel ou tel styliste. Mais pour moi, c'est une vraie rencontre. C'est deux univers qui se rencontrent, et ça doit matcher, en fait, pour créer quelque chose de cohérent qui parle et au styliste et à la personne qui va apporter les vêtements. C'est pas juste un styliste qui va imposer son style ou un client qui va dire non, je veux que porter ça. Faut que les deux y trouvent leur compte, et à partir de là, on arrive à créer des choses fantastiques. Est-ce que vous pouvez me raconter les anecdotes, par exemple toi, parce que je sais que tu travaillais avec des autres stylistes avant, et toi j'imagine que tu as travaillé avec beaucoup de personnalités, etc. C'est quoi votre pire expérience ? Sans nommer, peut-être donner trop de détails pour que c'est à vous de voir, mais c'est quoi la pire expérience avec une personnalité que peut-être c'était pas le projet qui était abouti, mais c'est quoi the red flag dans... moi j'en aurais une. C'était mon tout premier clip. Donc, quand je commençais, donc c'était il y a 7 ans, donc ça faisait au moins 2 ans que je commençais, je pataugeais un peu, je m'expérimentais. Et on m'avait mis sur un super clip avec un gros label, un super chanteur quand même. Donc moi, je suis hyper content, etc. Et on m'explique que oui, du coup, cette personnalité, voici la liste de marques qu'elle souhaite.
Elle veut du Dior, elle veut du Chanel, elle veut du machin, etc. Donc j'étais là, bon, D'accord. c'est compliqué. Je pense qu'on connaît tous un peu le processus. Pour Ouais. du clip vidéo, déjà emprunter du Dior, ce genre de grande maison, c'est un peu délicat. Donc bon, j'ai quand même essayé, histoire de dire que j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. C'est ce que je fais tout le temps aussi. C'est ce qu'il Voilà. faut faire. Ouais. Ouais. Les réponses ont été très rapides, donc non. Je fais un retour auprès de l'équipe, de management, etc. Ils me font, faut que tu trouves une solution, etc. Donc je retourne tout Paris pour essayer de trouver des alternatives. En plus, c'était pour des costumes. Et finalement, je me suis rapatrié sur le service presse de Zara. Vraiment, je me suis dit au culot. Après, j'avais contacté d'autres marques, d'autres bureaux de presse qui m'avaient prêté, mais je me suis dit, bon, en backup, sait-on jamais, je vais prévoir quand même des basiques. Finalement, ça a été le costume Zara qui l'a emporté. Et en fait, il l'a tellement aimé qu'à la fin, il n'a pas voulu me le rendre. Il n'a pas voulu me le rendre. Et en fait, ça a été un peu une sorte de combat de coq. Ouais. Parce que, forcément, le service presse, c'est un prêt. Et en fait, il a bien compris que moi, je ne voulais pas partir sans. Bien sûr. Et du coup, il m'a fait, écoute, je vais garder le costume sur moi. Ah, Voilà. Mais non. Et donc, du coup, je suis là en mode, ok. Donc, j'appelle le service presse. De là, je me retrouve dans une situation avec le service presse France et Espagne qui me demande, mais c'est comment ça, tu ne peux pas le récupérer? J'ai juste pris une photo, j'ai fait, voilà, écoutez, il m'a dit qu'il le gardait sur lui. Vous me dites, mais moi, en fait, là, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. dommage parce que c'est normalement à sa portée, j'imagine. On espère. Donc, j'espère. On espère. Donc, ça aurait été un prêt Dior, évidemment, ça aurait été beaucoup plus compliqué à acheter par la suite. Voilà. Mais là, dans ce cas-là, normalement, il aurait pu se l'offrir. Oui, c'est ça. Et du coup, à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Du coup, à la fin, donc la RP France, je la connaissais très très bien. Donc, elle m'a dit, écoute, on va vraiment faire passer sous forme de gift. Ouais. Mais par contre, plus jamais avec lui. Ouais. Plus jamais avec ouais, lui. ouais. J'étais là, moi non plus. Hein. On va être clairs tous les deux. Jamais plus tu m'entendras parler avec lui. Enfin, tu me reliras avec lui ou quoi que ce soit. Et non, c'est mine de rien avec du recul, j'en rigole parce que on passe d'un Dior à un Zara. Ouais. J'en rigole, mais sur le moment, je faisais pas trop le malin, quoi. C'est dur. Et puis ta place, elle est délicate parce que tu fais tampon entre les deux. C'est ça. D'un côté, tu as l'artiste qui veut pas te rendre et de l'autre côté, tu dois rendre des comptes toi-même à la marque. Donc c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Oui. Je trouve que l'industrie de la musique, c'est vraiment autre chose comparé au domaine du cinéma, de l'influence, de d'autres univers. Je trouve que l'industrie de la musique, c'est plus compliqué. J'ai même parfois l'impression que les gens ne sont pas au courant des pré-presses, du fonctionnement. Donc il y a des moments, il faut pas éduquer, mais pas loin, quoi. C'est vraiment leur expliquer le processus, etc. Et que, en fait, les vêtements, c'est désolé, hein, mais c'est pas les vêtements à ta mère, en fait. C'est clair. Faut les rendre, donc... C'est clair. La pire anecdote que j'ai de tête, là, en tout cas. Okay. Et toi? J'étais en train de réfléchir pendant qu'il parlait. Je pense qu'il y en a plusieurs, évidemment. Je pense que la première... Après, il n'y a pas de pire, parce que j'ai pas eu de grosses catastrophes, mais j'ai eu plusieurs expériences, on va dire. Il y en a eu où je pense que la rencontre, justement, avec le styliste, elle était pas... on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et en fait, dans ces cas-là, c'est dur de retrouver ta place. D'autant plus quand j'étais assez jeune, j'ai essayé de travailler avec certains stylistes qui voulaient prendre toute la lumière et qui avaient cette envie très forte d'exister. Et donc, dans ce cas-là, je me retrouvais un peu étouffée par leur envie artistique et leur envie de lumière surtout, parce que autant s'ils t'apportent leur envie artistique, c'est super parce qu'ils vont t'apporter des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, mais cette envie de lumière où la personne en question voulait absolument être invitée aux mêmes endroits que moi. Et donc en fait, je ne comprenais pas le processus parce que je disais, je vais au Festival de Cannes et voilà, il faut que je trouve une tenue, etc. Oui, mais normalement, tu dois inviter ta team aussi. Et à ce moment-là, en plus, rouge, j'imagine. Et le pire, c'est qu'à cette période-là, j'étais invitée par une marque et on passait toute la semaine sur un bateau. Et en fait, elle voulait sa chambre sur le bateau et je lui ai expliqué que c'était pas possible. Et donc, on s'est retrouvés en conflit par rapport à ça et j'ai pas eu certaines pièces que je devais avoir pendant le festival. Donc, ça a été une galère. Donc, il y a eu cette expérience-là. Et après, il y a plein d'expériences qu'on a vécues ensemble, mais c'est pas de ta faute. C'est vraiment la faute soit des tenues ou
soit des en fait, on avait talons plein de... qui cassent, c'est pas des Voilà, bonnes des talons qui cassent, une robe qui se craque au niveau des fesses. Ce genre de choses. Mais bien heureusement... cette anecdote quand même publiquement. Ouais, franchement. Mais heureusement que je l'appelle vraiment Super Alex parce que c'est mon héroïne. À chaque fois, elle arrive à me sauver de situations mais complexes où pourtant, j'arrive à garder mon sang-froid de manière générale. Mais quand ça arrive, en fait, j'ai l'impression que elle panique, c'est... Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment que là... C'est que vraiment... Là, il y a... Là, je sais plus quoi faire. J'appelle Alex en détresse. Et bon, pour cette anecdote de robe qui craque, alors c'est pendant la Fashion Week, je sais plus laquelle, l'année dernière. Ouais, il y a 1 an à peu près. On est invité à un cocktail Vogue super. Je sais pas pourquoi je reçois cette invitation parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de Français invités et c'était Vogue International. Donc je suis super honorée d'y être invitée. Il faut que j'y aille. Et juste après, j'avais le dîner Lancôme au Louvre. Ah oui. Donc deux gros événements qui se suivaient. Donc je dis à Alex, bon, elle était pas censée venir avec moi en plus. Donc je lui dis, bon Alex, je vais passer au cocktail Vogue. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et après, comme ça, je vais au dîner du Louvre qui était à 5 minutes à pied. Juste à côté, en fait, ouais. Okay. Qui était juste à côté, donc c'était parfait. Donc elle me dit, ok, pas de souci, allons-y. Donc on va au cocktail Vogue, trop contente. On prend un petit cocktail, on fait 2-3 photos. Golden hour. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. On n'est pas loin du Louvre, donc il y a déjà la vue sur le Louvre. C'est trop beau. On est trop content d'être là. Il y a des personnes importantes de Vogue qui sont là. Après, on connaît personne, on parle avec personne parce qu'on est un peu... Oui, voilà, mais bon... Et à un moment donné, il y a une dame qui fait tomber sa carte d'hôtel par terre. Je la ramasse et je lui dis, tenez madame, vous avez fait tomber ça. Et à ce moment-là, Alex s'aperçoit que j'ai un trou au niveau des fesses, mais vraiment pile poil au milieu. Vraiment. En plus, c'était une robe qui était élastique. Ouais. Du coup, dans ma tête, c'était juste mal cousu, c'était mal fait, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'était pas une matière rigide qui, oui, voilà, et tu te dis... C'est pour ça que ça craque. Non, c'était vraiment élastique dans tous les sens. Ouais, et c'était une robe moulante. Bien sûr, donc j'étais en string en dessous, désolée pour les détails, mais du coup, bon, vous aviez la vue directement. Sympa. Et là, et donc, on est entouré par les gens de Vogue, on est d'accord. Voilà. Il y a Dem de aller à bar, tout ça, le devait descendre concernant, je me dis, ok. Ouais. Oui, vraiment un gros cocktail, quoi. Moi, j'approche de Flora derrière, genre, je cache un peu le... Elle me dit, ok, pas de panique, t'inquiète, Flora. Et moi, sur le moment, sur le coup, je rigole, je dis, mais non, c'est pas possible. Et elle me dit, t'inquiète, pas de panique, on va sortir tout doucement. Donc nous voilà en train d'essayer de sortir. Alex qui me suit, sachant que je lui mets 4 têtes, donc elle me suit, mais vraiment, voilà. elle est dans mon dos. Et la chance qu'on a eue, je pense que vraiment les étoiles étaient alignées. Vraiment, on sort et la dame qui faisait la sécurité me dit, j'ai vu quand vous êtes rentrés que ça commençait à se découdre. Donc je me dis, bon déjà elle aurait pu quand même faire un petit signe. C'est très sympa. Mais après elle a été sympa parce qu'elle nous dit, vous avez de la chance, j'ai un kit de couture dans mon sac, je peux vous l'apporter si vous voulez. Et moi, donc à ce moment-là, je me dis, Alex qui devait pas être là, cette dame qui a un kit de couture, vraiment merci l'univers. Et donc nous voilà dans les toilettes, moi à poil, Alex en train de recoudre le truc sur le lavabo et tout. Je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et Fleur qui fait, mais coupe bien, coupe s'il te plaît. Oui, la totalité. Voilà. Comme après, je devais courir au dîner Lancôme au musée du Louvre. Je me dis, je peux pas louper ce dîner, c'est unique. Et donc je lui disais, non, vas-y jusqu'au bout, Et ça a hyper bien tenu. Donc, ayez une Alex dans votre vie pour vous sauver dans ces cas-là. Donc, c'est des anecdotes qui sont pas de la faute du styliste, mais voilà, c'est des moments drôles. Maintenant, j'en rigole parce que je trouve ça tellement improbable que voilà, on s'en souviendra longtemps, je pense. C'est important. Et toi, est-ce qu'il y avait des situations dans ta vie où la cliente, elle n'a pas du tout aimé ce que tu as ramené? Oui, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Eh ben, on trouve une autre solution. On trouve une solution et puis on fait bien comprendre qu'on a tout sous contrôle, parce qu'il y a ce côté aussi où justement quand des personnalités font appel à des stylistes, c'est pour s'alléger d'un poids, s'alléger d'une pression de le stylisme, le machin, le truc, hair and make-up aussi. Ouais. C'est vraiment pour s'alléger d'un poids parce qu'elle n'a pas envie de s'en soucier, parce qu'elle a d'autres choses en tête et que c'est pas son taf non plus. Donc du coup, c'est à nous aussi de rebondir.
Pour la plupart des fittings, moi, à chaque fois, je viens avec des valises, ou alors vraiment, je sais que la tenue est OK, que tout respecte. J'envoie en amont les visuels, on en parle ensemble. Parfois, pour juste une tenue, on y passe 3-4 heures au téléphone. Mais c'est peut-être une seule fois où vraiment, là, j'avais pas prévu assez de backup. Mais du coup, j'avais dû appeler en express une marque pour qu'ils puissent envoyer. Enfin, il y a toujours matière à rebondir. Enfin, moi, je pars toujours de ce principe qu'il y a toujours des solutions. Si nous-mêmes, en tant que professionnels, on se laisse dépasser par le stress, c'est foutu. Et puis indirectement, c'est pour ça qu'on est prêt aussi, je pense. En tant que styliste, make-up et hairstyliste, c'est pouvoir rebondir sur l'imprévu. Je pense que c'est le métier qui veut ça aussi. Et toi, Alex? C'est intéressant de savoir. La pire anecdote, ou est-ce que une fois, quelqu'un n'a pas aimé la tenue que tu lui as proposée? Ah oui, j'ai une histoire en fait. L'année dernière, j'étais censée travailler avec une chanteuse qui a commencé un peu sa carrière, qui devait sortir son premier clip, son premier single. En fait, elle a déjà sorti le première chanson, mais elle n'a pas du tout aimé ni stylisme, ni clip, etc. Et du coup, pour la deuxième, pour une nouvelle chanson, elle avait envie de travailler avec une autre équipe, pas celui-là qui était proposé par la boîte de production, pour un peu retravailler justement son image à travers de mode, etc. Et du coup, nous, on a beaucoup discuté avec elle. On a fait un petit essayage à la maison et tout. Et là, il arrive le moment où justement elle doit tourner son clip. La date était poussée. Et à la fin, du coup, il était validé. Et nous, on commence à faire un gros essayage. Moi, je demandais, je sais pas, en vingtaine de marques. Après, elle n'avait pas non plus un profil très luxe. Du coup, c'était plutôt premium ou même voire fast fashion. En plus, elle avait le problème aussi de taille parce qu'elle faisait pas le taille S36. Elle avait elle était très très jolie. Et du coup, on a fait un gros essayage. Et le problème, c'était ce que j'avais pas vraiment le mood ni de la part d'elle, ni à part de boîte de production pour le clip. Et je me suis dit, ok, il m'avait envoyé 2-3 images, mais ces 2-3 images, ils partaient dans toutes les directions. Il avait le truc style, espèce corset et jean ample avec beaucoup de poches. Et en même temps, il avait des trucs super féminins, Dior, etc. Et du coup, ça partait un peu dans tous les sens. Et moi, je me suis dit, moi, je connais déjà un peu cette personne-là. Je veux faire tout ce qu'il veut. Je veux ramener un peu de ça, mais je veux aussi faire ce que moi je pense va un peu le pousser parce que elle s'intéressait beaucoup à la mode aussi, et ça l'intéressait beaucoup. Et je me suis dit, on va un peu pousser aussi ce côté mode, un peu côté niche, un peu plus osé, etc. Parce que c'est dans le clip où tu peux le faire. C'est pas comme elle va à un événement en Cannes où ça peut être peut-être mal prise, etc. C'est son clip, c'est son style, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Et du coup, on a fait, en gros, on avait besoin de 3 looks. De 3 looks pour la totalité du clip. Nous, on a essayé 13. Et c'est vraiment, on avait du choix. On avait des choses moulantes, plus streetwear, on avait tout ce que vous voulez. Et le tournage était prévu pour vendredi, je pense. Et nous, on faisait l'essayage vendredi. Du coup, il avait quand même des quarts aussi. Il avait le week-end, plus il avait lundi et mardi si quelque chose ne va pas, il a encore 2 jours pour trouver. Et du coup, j'ai fait tous les essayages. On est trop contente. Elle a beaucoup de coups de cœur pendant le processus. Mais on se dit, vu que c'est la boîte de production qui organise tout ça, on voit dans le groupe WhatsApp tous les looks. Et j'ai pas de réponse. Mais après, je me suis dit, c'est 17h, vendredi, les Français ne travaillent plus, c'est fini, c'est l'heure de l'apéro. Je prends pas ça. Je me suis dit, ok, ils vont répondre peut-être lundi. Et le lendemain, j'ai plus de nouvelles. Le lendemain, samedi, je reçois un appel de son agent qui n'était pas... C'est juste son agent. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas son agent image dans le sens que c'est pas lui qui définit comment elle va être habillée, parce que c'est pour ça qu'elle prend les stylistes. C'est juste son agent artistique, on va dire. Et lui, il m'a dit, écoute, tout ça, c'est moche. Je dis, comment ça? Genre, parce qu'il y a tellement de styles différents que tu peux pas dire que tout est moche. Tu peux dire que tu as aimé une seule tenue, mais tu peux pas dire que tout est moche parce que dans
tout ça, il y a des différences, il y a des choses. Puis c'est difficile, il y a des manières de l'amener aussi, ça, dire ça correspond pas trop finalement au mood qu'on veut, est-ce qu'on peut essayer de partir sur d'autres directions, enfin c'est très dur. Un peu de tact. Il était assez direct. Moi, étant moi, je me dis, ok, qu'est-ce que tu t'aimes pas, comme ça je veux mieux comprendre qu'est-ce que tu as envie de faire. Parce que c'est comme ça, il faut que tu me parles, il faut que tu m'expliques un peu. Parce que si tu juste me dis non, comment je vais comprendre où tu vas aller. Et j'essaie de l'expliquer. Écoute, là, je suis partie et moi, je dis, ok, on ramène le visuel. Je lui montre le visuel qu'ils m'ont envoyé. Je lui montre la photo de fille de l'essayage, qui est presque le même, sauf que, bien sûr que sur le photo qu'ils m'ont envoyé, c'était une fille très mince avec des cheveux lissés, plaqués, et sur le photo, c'était pas la fille mince avec des cheveux assez volumineux. Du coup, ça va pas donner les mêmes impressions. C'est pas le même typage, en fait. Et lui, je pense qu'il cherchait ça, sauf que ça correspondait pas du tout à sa morphologie, à son image, quoi. Et du coup, je lui dis, c'est la même chose, en fait. Voilà, c'est un bomber, jean corset, je sais pas quoi. Il me dit, non, mais juste, il faut accepter que ça me plaît pas. C'est dur. Et moi, c'est très dur. C'est C'est très dur. Et du coup, j'ai essayé quand même d'essayer de voir, etc. Elle me dit, et je dis, écoute, moi, dans mon bureau, il reste encore des options, etc. Si tu veux, lundi, tu viens, elle vient, et on va faire les essayages tout ensemble. Et comme ça, on peut trouver la solution et tout. Elle m'a dit, non, mais ça sera trop tard. Et si ça me plaît pas, on fait comment? Je dis, écoute, il nous reste lundi, mardi, on peut encore, comme toi, tu vois ce que je veux dire? Je suis aussi toujours dans le mood que dans les propositions, on peut toujours trouver les solutions, on peut toujours... Au pire, j'irai chez Zara, j'ai l'acheté en tenue, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit non, dimanche. Je dis écoute, normalement je ne travaille pas le dimanche, mais ok, si c'est comme ça, ok, parce que moi j'avais très envie de travailler avec elle, parce que pour moi c'était l'intérêt de construire vraiment l'image de zéro, de construire l'image de cette fille. Et pour moi c'était très intéressant en tant que styliste. Elle m'a dit ok, dimanche. Le jour passe, samedi passe, j'ai pas de nouvelles. Vers 19h, je lui envoie le message. Je dis ok, où est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Dans votre bureau? Vous venez dans mon bureau? Comment ça se passe? Elle me répond pas. Et après, j'ai dû relancer la fille qui a dû le relancer. Et c'est là où il me répond écoute, ça va pas fonctionner pour cette fois, laisse tomber. Ok. Et après, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un débardeur blanc, jean bleu, et c'était tout. Et c'était tout. Et le pire, et bien sûr que je n'étais jamais payée pour ça, parce qu'ils ont dit même si on a signé le devis et tout, mais ils ont dit non, c'est pour les tenues validées, et vu qu'on n'a rien validé, je dis oui, mais j'ai passé 2 semaines. Oui. Ouais, totalement, c'est du travail, même si c'est pas validé au final, et qu'ils veulent pas payer la totalité, il y a une partie qui doit être, mais après, une compensation pour le travail. Tellement le gros boîte de prod, je me dis, je vais jamais, même si je vais à la cour, je sais pas quoi, ça va... Je vais perdre plus d'argent que je vais gagner. C'est dur. Et voilà, et ça c'était vraiment dur. Et c'était surtout dur ce que moi, je commençais à me douter de mon professionnalisme. Parce que il m'a dit, tout ça c'est moche, ça me plaît pas. Et genre, ils m'ont rabassé ces mecs. Et pendant un mois, j'étais pas bien. J'ai commencé à douter tout ce que je faisais. Je me souviens, tu m'en avais parlé, et je me souviens sur le moment, c'est vrai que c'était difficile. Ça m'amène une question, je suis désolée, mais ça m'intéresse parce que vous faites le même travail tous les deux, et c'est vrai que la mode, j'adore ce milieu, la mode, c'est un milieu qui est fantastique et qui est hyper vibrant, mais pour autant, c'est aussi parfois une bataille d'ego. Et comment vous arrivez à gérer ça aussi, justement, parce que en tant que prestataire, j'imagine que parfois vous faites face à des personnes qui sont pas forcément faciles, ou des boîtes de production, comme là tu le disais, qui sont pas forcément faciles à gérer. Comment vous arrivez à garder votre calme, votre professionnalisme pour arriver à aller jusqu'au bout, et en même temps vous faire respecter, parce que c'est hyper important, et je pense que c'est aussi important de le dire à ceux qui veulent démarrer. On peut pas travailler sous certaines conditions ou quand on se sent pas respecté, quoi. Comment on arrive à s'imposer tout en restant professionnel, en fait, parce que là, dans ton histoire, Alex, je suis hyper impressionnée par ton sang-froid.
Moi, je pense que dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance au début de m'être entouré très rapidement de bonnes personnes Ouais. dans le milieu. De photographes, d'amis mannequins, de maquilleurs, coiffeurs, qui ont pu m'aiguiller, qui ont pu un peu me prendre sous leurs ailes, ou quand j'avais des petits soucis, etc., je savais qu'il y avait une oreille attentive et Ouais. qu'ils pouvaient me dire justement, fais comme ci, fais comme ça. Après, d'ordre personnel aussi, moi j'ai travaillé très tôt. J'ai fait mes premiers jobs alimentaires, j'avais 16 ans, donc le côté, le sens professionnel, je l'ai eu assez tôt. Le savoir présenter, tout du moins, bien répondre à un client, savoir répondre. Le conseil que je pourrais donner, je pense que c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête ? Ouais. Tu vois, dans ce genre de circonstances, tu fais une introspection sur ce qui s'est passé. Ouais. Initialement, on t'a démarché. Ouais. C'est pas toi c'est qui ça, étais dans c'est la ça. demande. Donc en attendant, ça veut dire qu'ils ont vu ton travail, que ça prouve que depuis le début, ton travail était validé, sauf que malheureusement, tu es tombé sur des capricieux, des gens relous, et qui en fait, je pense, ont essayé de tirer profit de ton travail. Je pense qu'en fait, la fille, il a aimé, mais il pouvait rien dire contre C'est ça. son agent, c'est ça. Après, il y a tout ce genre de trucs aussi, la relation entre agent et artiste aussi, Ouais, qui rend la chose parfois, hyper délicate quand toi, tu essaies de t'introduire et d'y apporter du beau. C'est vrai que parfois, c'est un peu délicat. Moi, je pense que vraiment, le plus gros conseil, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, de ne pas manquer de confiance en soi, Ouais. de ne pas hésiter à en parler autour de soi, Ouais. même à des gens qui ne sont pas dans le milieu de la mode. C'est toujours bien d'avoir un moment d'exutoire où on se lâche quand même, à défaut de tout garder pour soi. Et de bien penser à énumérer point par point ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? Ouais. Pour vraiment, pas jauger si c'est moi qui ai fait la faute ou pas, mais vraiment se dire que bon, est-ce que ça mérite vraiment de se prendre autant la tête ? Ouais. Et justement faire cette introspection pour éviter justement de la reproduire après. Ouais, totalement. Même si la faute ne vient pas de nous, parce que parfois l'erreur est humaine, mais tout du moins, bon, ce genre de clients, plus jamais. Ouais. Donc justement, quoi faire pour les éviter ? Je vais être beaucoup plus sélectif. Je vais inciter à des rendez-vous physiques, présentiels, à défaut des simples rendez-vous téléphoniques où du coup tu captes pas l'intention, tu captes pas la vibes et ça se trouve, si tu avais eu un rendez-vous café, tu te serais aperçu que ça se trouve l'agent était quelqu'un totalement d'hermétique et là tu te serais... C'est vrai que je l'ai vu qu'une seule fois et je n'ai pas beaucoup parlé avec elle. Voilà. Avec lui. Donc je pars du principe où l'intuition, la première impression est toujours la bonne. Ça, Ouais, c'est vrai. Surtout dans notre milieu et pour le temps qu'on investit, notamment en tant que styliste photo, j'ai un peu la flemme de perdre du temps. Totalement. Donc dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si j'arrive à l'expliquer ou pas du tout, et même si c'est la personne la plus gentille au monde face à moi, je ne vais pas forcer. Ouais. Je ne vais pas insister, je vais merci, au revoir. Oui, moi je pense que c'est à peu près la même chose. Moi je me base beaucoup sur ma intuition. Et si je sens qu'il n'a pas de bon feeling, c'est quelque chose, je préfère vraiment de ne pas le faire. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas si facile. Là, quand tu as assez de clients, assez de jobs, assez de contacts, etc., tu peux te permettre de refuser certains projets. Mais quand tu débutes, c'est pas du tout facile parce que tu te dis, ils vont jamais m'appeler si je refuse. Personne va pas m'appeler, je n'aurai pas de visibilité et tout ce que tu veux, je n'aurai pas d'argent, etc. Parce que tu as peur en fait de refuser parce que tu n'es pas autant de projets pour refuser. Ouais. Et c'est là où on peut tomber sur cette personne qui peut te rebasser, surtout si tu n'as pas assez d'expérience et quand les gens ils te demandent de faire quelque chose qui est justement pas possible. Là, par exemple, si quelqu'un me demande quelque chose qui est pas possible, je lui dis écoutez, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Non, parce que je fais tout, mais là, ça s'arrête. Mais quand tu débutes, etc., tu essaies de faire tout ce que tu veux, et même si c'est impossible, sauf que à la fin, ces clientes-là, ils n'appréciaient pas. Ouais. Surtout si tu ne travailles pas pour beaucoup d'argent. Ouais. Je trouve que les clients, s'ils ne payent pas beaucoup, c'est genre, ils ne valorisent pas ton travail. Ouais. Mais justement, c'est là où il faut en tirer une leçon, de se dire, Totalement. dans le passé, voilà ce que j'ai accepté, le type de projet où c'était totalement des projets bancals, et maintenant, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, on va évoluer, on va pas régresser, et puis s'agirait-il à la rigueur de se manger toutes les claques dès le plus jeune âge,
à défaut que ce soit au bout de 20 ans d'expérience où normalement tu es censé être en place et que c'est au bout de 20 ans que tu te les manges les premières et bon, c'est un peu compliqué quoi, de faire tout un travail sur soi-même à ce moment-là, Totalement. etc. Autant le faire maintenant, garder confiance en soi, avoir un exutoire, des gens qui se confient et prendre et tirer des leçons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça s'est bien passé, mais comment je pourrais faire mieux la prochaine fois pour que ce soit encore plus explosif? Ça s'est mal passé, comment faire pour éviter ce genre de circonstances à nouveau? Non, Ouais, parce qu'en plus, on parle d'image, donc il y a aussi votre image à vous qui est importante, parce qu'au-delà de travailler l'image de vos clients, il y a aussi la vôtre en tant que styliste qui est primordiale, donc c'est important de faire des choix. En tant que client qui travaille avec des stylistes, est-ce que c'est important pour toi quand tu regardes, je sais pas, on va parler de trucs bêtes, de profil Instagram. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de se montrer sur son profil ou pas? Parce que tu ne parles pas de moi, mais je suis un styliste, ok? Mais parce que j'entends aussi des stylistes qui disent non mais moi je mets que mon portfolio, etc. C'est pas important ou quelque chose. Est-ce que toi quand tu cherches ou tu peux parler d'autres prestataires, tu peux parler de je sais pas, photographe ou vidéaste ou coiffeuse, etc. Est-ce que c'est important pour toi de voir par exemple la personnalité dans le profil ou c'est le portfolio qui parle? C'est une très bonne question. Je pense que je fais très attention à la team que je crée autour de moi, quoi qu'il en soit, et j'essaie d'avoir des relations pérennes aussi pour cette raison-là, parce qu'une fois que tu trouves une personne avec qui ça match et au niveau artistique et au niveau de la personnalité, bah, t'as envie de continuer à bosser avec elle. Donc je sais pas si au premier abord c'est important pour moi de voir, je pense qu'au premier abord je me fie déjà à son travail et à la clientèle qu'elle a, et j'ai l'impression que ça va un peu me montrer comment la personne est, et après oui, les rencontres physiques c'est hyper important, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas non plus se fier qu'au boulot et se dire bon, j'ai totalement envie de bosser avec cette personne parce qu'elle a un portfolio incroyable alors qu'elle est exécrable. Et pour moi c'est rédhibitoire. Je préfère travailler dans des bonnes conditions avec des personnes qui sont joviales, joyeuses, qui ont la même énergie que moi, et quitte à ce qu'on avance ensemble et qu'on crée ensemble et que ce soit pas forcément une personne qui est déjà à un certain niveau. Mais oui, c'est intéressant comme question parce que je pense que pour la plupart, on peut, c'est pas forcément une erreur, mais on peut regarder simplement le boulot de la personne pour commencer et par la suite la personnalité. Mais s'il y a les deux, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, je vais parler de Clotilde qui me coiffe très souvent, qui est beaucoup sur TikTok. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit sa personnalité, donc quand tu bosses avec elle, si tu la connais pas, bon, tu dis elle a l'air sympa normalement à première vue, mais attention, après parfois ça peut être aussi trompeur. Là dans son cas, elle est super, donc il y a pas de souci, mais des fois c'est aussi trompeur. Moi j'ai fait beaucoup de télé, et à la télé on se dit bon bah cet animateur il a l'air fantastique parce qu'on le voit tous les jours sur TF1, mais tu le rencontres en vrai, et bah pas du tout. Donc faut pas non plus se fier aux apparences parce que les réseaux restent des réseaux et on montre que ce qu'on veut. Mais moi aussi en fait c'est un très intéressant que tu as abordé parce que toi tu aimes travailler avec la même équipe et je trouve que la plupart des talents ils travaillent avec la même équipe s'ils sont bien. S'ils sont bien. Et des fois moi je regarde s'il y a quelqu'un que nouveau qui vient pour mes services, etc. Je regarde justement un peu avec qui il a travaillé, les tags, etc. S'il retravaille avec la même personne, avec le même prestataire ou pas. Parce que je trouve que si il y a 10 shootings et tous les 10 sont faits avec des personnes différentes, il y a un souci. Soit elle ne s'entend pas bien avec l'équipe, soit il ne sait pas ce qu'il veut et chaque fois il n'est pas content. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors peut-être qu'elle n'est pas fidèle. Enfin, fidèle dans le sens où il n'y a pas de compte. Soit elle n'a pas payé et ça arrive aussi. Un prestataire et après elle a passé à un autre prestataire. Voilà, mais moi, franchement, pour moi, ça joue son rôle. Et pour moi, c'est aussi primordial dans la construction d'image parce que on a envie d'avancer ensemble et si, comme tu le disais tout à l'heure, je trouve ça hyper important d'avoir des objectifs. Se dire, bon, bah, notre objectif à terme, je sais pas, c'est travailler avec des marques haut de gamme. Comment on y arrive? Et si je commence le travail avec une
équipe, comment je peux continuer ce travail avec d'autres personnes qui vont reprendre mon projet à zéro. C'est hyper difficile, donc c'est important pour moi. Enfin, je vois notre travail avec Alex, petit à petit, on arrive à grappiller des petits... Tu te souviens de notre premier look ? C'était, je me souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés pour le shooting avec Louise, Oui. Mais après notre premier look, après ça, je sais quand plus. tu étais dans les jurys de Miss France. Ah oui, exactement. Ouais, j'étais dans le jury et je me suis dit, bon, faut quand même que je trouve une robe sympa, et c'est comme ça que j'ai fait appel à Alex. Mais ouais, enfin, tu vois, c'était notre premier look, et après ça, je me suis dit, j'ai envie de m'investir un peu plus sur les Fashion Week, comment on y va, comment on le fait. Je voulais pas faire n'importe quoi. Avec ce que tu mets maintenant. Ouais, ça n'a rien à voir. Et c'est cool parce que tu m'as aussi emmené dans un chemin un peu différent de celui que j'imaginais, et tu m'aides énormément sur d'autres choses. Et c'est vrai que c'est important de le dire. Tout à l'heure, je disais, le styliste est aussi le psychologue. mais vous avez beaucoup de casquettes parce que... Parfois, à certains moments, tu peux te retrouver aussi agent. Je vois à Cannes cette année, en fait, les marques avec lesquelles, certaines marques que j'ai portées, maintenant, c'est des marques avec lesquelles je travaille aussi. C'est des marques que j'ai toujours aimées. Donc, j'étais déjà trop contente de pouvoir les porter. Maintenant, je suis encore plus heureuse de pouvoir bosser avec elles. Donc, c'est dans ce sens où c'est important de se constituer une team et d'être aussi fidèle à cette team si on veut construire une image qui nous correspond. Parce que sinon, si on travaille avec tout le monde, chacun va un peu imposer ses envies, son style, et on n'aura plus trop de lignes directrices, encore une fois. Donc, ça va être compliqué à mener à bien nos projets, à construire. Ouais. Oui, on peut dire que en fait, le travail de l'image, c'est de deux côtés. C'est de deux côtés de personnalité et côté stylisme. Et il faut qu'il y ait cette cohérence entre les deux, parce que moi, je trouve aussi qu'en tant que styliste, si tu vas mettre quelque chose sur ton talent qui n'a rien à voir avec sa personnalité, où il ne va pas se sentir à l'aise, tout à fait. Ça va se voir. Ça va pas matcher. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. On va finir bientôt, mais j'ai déjà. C'est passé trop vite. Oui, mais on a parlé beaucoup de choses. Je vais vous poser quelques questions qui auront à voir avec l'image. C'est juste les questions que je pose à tous les invités. Votre créateur préféré du moment? Je te laisse répondre cette fois-ci. C'est dur. Ah là là, c'est dur. J'y ai pas réfléchi avant. Mon créateur préféré du moment. Alors, c'est pas du moment, mais c'est un créateur que j'ai toujours aimé et que j'ai porté énormément, surtout à l'époque, qui s'appelle Eli Kwam, qui est un Ivoirien que j'adore, qui est un ami aussi avant tout. Et encore une fois, on parle de relations longues parce que ça fait 10 ans que je le connais et j'ai adoré le voir évoluer. Et pareil, il m'a fait confiance à des moments où certains me fermaient des portes. Et je l'ai vu grandir, évoluer, et maintenant il fait des choses magnifiques. Et quand je pense à lui, je pense aussi à Loza Maleambo qui fait des choses sublimes. Et comme tu le disais tout à l'heure pour Aïssa, c'est aussi important pour moi d'avoir un œil sur les créateurs africains, de voir ce qu'ils font, de les voir grandir. Et je trouve ça fantastique de pouvoir les mettre sur le devant de la scène aussi. Donc voilà, c'est mes coups de cœur, c'est pas ceux du moment, mais ça fait 10 ans. Mais voilà, c'est important pour moi de toujours avoir une pensée pour eux. Moi, j'en ai pas forcément. J'aurais plus tendance à aimer certains looks d'une collection, mais pas systématiquement la maison en elle-même. Donc ça dépend après des moments, des tendances. Et c'est qui pour vous le créateur un peu sous-coté et en ce moment qui mérite plus d'être vu, qui mérite plus C'est dur, on n'a pas réfléchi là. C'est facile, non? C'est vrai. Toi, tu pensais qui? Si c'est facile. Voilà, c'est ça, tiens. T'attends. Oh, c'est pas facile à dire. Il y a tellement beaucoup de créateurs. J'aurais plus tendance, moi, à dire les jeunes créateurs qui commencent justement et qui apportent une certaine créativité. Qu'on a du mal peut-être à retrouver actuellement à travers les maisons bien en place, qui vont apporter justement toute une histoire, toute une histoire ethnique, historique, qu'on a peut-être tendance à oublier, ou tout du moins qu'en France, on n'a pas forcément connaissance. Et je trouve ça intéressant, ce mélange multiculturel amené en France à travers des concours, des festivals, des événements, etc. Donc, j'aurais tendance à globaliser un peu les jeunes créateurs actuels. À toi. C'est une bonne réponse, mince.
Bonne question. Franchement, j'ai pas en tête un créateur précis, donc c'est vrai que c'est assez difficile. Un créateur que tu connais, mais à ton avis, qui mérite plus de visibilité, plus de visibilité, plus de lumière. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense avant tout aux créateurs que j'ai eu la chance de porter. Je vois, par exemple, il y a des créateurs que je connaissais absolument pas, mais qui font des jobs merveilleux. Et je pense notamment à Juana Martin, que j'ai porté plein de fois. Mais je la connaissais absolument pas avant de te connaître, Alex. Et je trouve que c'est pourtant une créatrice qui est espagnole, du coup, et qui fait des choses formidables et qui arrive à se renouveler d'année en année. Je trouve ça hyper difficile en tant que créateur de garder sa patte et se renouveler. Parce que très souvent, soit on va rester dans ce qu'on sait faire et on va un peu répéter les mêmes choses, soit on va un peu partir dans tous les sens et dans ces cas-là, c'est dur d'avoir sa signature dans ses créations. Et elle, je trouve qu'elle arrive à le faire. Je trouve que c'est toujours assez étonnant. Tout n'est pas forcément facile à porter tous les jours, mais ça fait partie couture. Ouais, ça reste couture. Ça fait... Et puis, il y a aussi une chose, c'est que ses pantalons sont très longs et je pense que c'est pour ça que je pense à elle. Moi, en tant que grande femme qui galère à trouver des pantalons très longs, à chaque fois, je trouve mon bonheur là-bas parce que ces pantalons sont super bien taillés, les matières sont belles, c'est hyper bien coupé. Donc ouais, je pense à elle là comme ça, mais je pense qu'il y en a plein dans son cas. C'est comme tu disais, les petits créateurs. Je pense que de manière générale, on a aussi un défaut dans notre génération, c'est qu'il y a beaucoup de fast fashion et du coup, je pense que les gens se tournent vers la facilité au lieu d'essayer de trouver un peu des petits créateurs, soit émergents, soit déjà installés, mais qui sont pas très connus et alors qu'ils méritent leur place et aujourd'hui, moi, en grandissant, j'essaie de leur donner plus d'importance, quitte à investir sur des pièces qui vont coûter vraiment plus cher, mais qui seront de meilleure qualité, qui vont durer dans le temps, plutôt que de me tourner vers la facilité. Alors évidemment, il faut avoir le budget pour, et c'est pas forcément évident de se le permettre. Mais Vinted. Ouais, Vinted, mais c'est vrai, Vinted, mais voilà, essayer d'avoir cette conscience pour donner de la force à tous ces créateurs-là, plutôt que aller sur la facilité et choper sur Internet tout ce qui bouge à prix cassé. Voilà. Et niveau inspiration, est-ce que par exemple, toi en tant que styliste, tu as des stylistes connus ou moins connus, le travail de qui tu apprécié ou peut-être qui t'inspire? Je dirais, j'ai toujours aimé la maison Saint-Laurent pour les silhouettes. Ces grandes femmes bien taillées en Y, avec ces grands costumes, ça m'a toujours impressionné. Il y a toujours eu ce côté... Waouh! C'est ce que j'ai souvenir de ma maman qui avait un blazer chez elle de chez Saint-Laurent. Quand elle le portait, j'étais comme un gamin. J'étais là, t'es belle maman. Et tout simplement, donc, j'aurais tendance à dire Saint-Laurent. Après, il y a plein d'autres maisons, plein d'autres marques pour différents esthétismes. Ouais. Mais ce serait elle qui ressortirait un peu du lot. Et toi, en tant que, on va dire, talent, contenu, etc., est-ce qu'il y a une qui t'inspire beaucoup côté mode, côté, je sais pas, humaine, etc. Alors, moi, je pensais surtout à moi plus jeune. J'étais très impressionnée par Jean-Paul Gaultier. Et je trouve que ça représentait pour moi la maison française, avec cette marinière iconique, évidemment. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il arrivait aussi à casser les codes à sa manière, avant que ce soit la mode de le faire. J'ai envie de dire, sur ses défilés, on pouvait voir différents profils. Et il a aimé... sortir de cette case très normée qui est le monde du luxe et en proposant diverses silhouettes, en s'adaptant à certains corps improbables dans le monde de la haute couture. Et je sais pas, j'aime sa simplicité, sa sympathie. Je trouve que la manière dont maintenant il travaille en invitant à chaque fois des nouveaux créateurs, ça montre qu'il a cette envie lui aussi de mettre en avant toute la beauté et mais même on peut mention spéciale de robe d'Aya Nakamura pour les voilà, tu vois. Et comment lui, il a donné un petit interview. Et comment il était submergé par sa beauté. Il m'a dit oh là là, c'est un honneur pour moi d'habiller si belle femme, sa morphologie, et je trouve ça fantastique. Et je trouve que lui, il a cette manière justement de sublimer les corps, peu importe leur taille, et ça depuis toujours, que tu sois un homme, une femme, non-genré, il se pose pas de questions en fait. Il a juste envie de sublimer les corps, et je trouve ça hyper beau.
Ok. Et toute dernière question, un petit conseil pour les gens qui veulent travailler dans la mode. Affirmer leur style. Ok. Affirmer leur style, ne pas avoir peur du regard des autres. Et ce que les autres font de beau, ça peut être beau. Ce que eux-mêmes ils peuvent proposer, ça peut être très beau aussi. Hein. Ouais. Donc vraiment s'assumer et l'affirmer, et ne pas avoir peur du regard des autres. Ouais, de mon côté, je dirais, il y en a plein. C'est ce que tu dis est hyper juste. Il faut être sûr de qui vous êtes et ne pas essayer de rentrer dans des cases parce que parfois, comme je disais tout à l'heure, en France, on a tendance à vous enfermer dans certaines cases et du coup, on n'ose pas en sortir. Et armez-vous, franchement, parce que c'est un monde que, comme je disais, que j'adore, mais qui parfois me fait sourire en coin parce qu'il y a beaucoup de batailles d'ego, alors que je trouve que ça vient entacher la beauté de ce milieu qui est fantastique, où la créativité est vraiment vibrante, comme je disais tout à l'heure. À chaque Fashion Week, moi, je suis impressionnée de voir tout ce qui se fait, et autant parfois je rigole parce que on nous regarde un peu de haut et je me dis mais calmons-nous, on est juste là tous ensemble pour célébrer la mode et pour s'en inspirer et pour vivre ces moments qui sont formidables et on est privilégiés de les vivre. Donc armez-vous, parfois vous allez forcément faire face à des portes qui vont se fermer, mais comme je dis, quand la porte se ferme, on passe par la fenêtre, c'est pas grave. Si vous avez un objectif, gardez-le en tête, croyez en vous, croyez en votre capacité à réaliser de grandes choses, et si vous avez vraiment l'envie, que vous bossez pour et que vous arrivez aussi à vous entourer des bonnes personnes, faut pas se dénaturer, entourez-vous des bonnes personnes et restez connectés à qui vous êtes au plus profond de vous-même. Vous allez réussir. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Ça va peut-être prendre du temps, mais vous allez réussir à le faire. Moi, ça prend encore du temps. Je suis encore sur mon cheminement. Mais voilà, on garde le cap et puis on y va pas à pas. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, franchement. C'était trop intéressant, Ouais. trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup.